Le 29 janvier 2025, 3 États du Sahel annoncent une alliance militaire commune. Au même moment, près de 40% du territoire du Burkina Faso reste exposé aux attaques djihadistes, preuve que la coalition naît dans l'urgence, pas dans la stabilité. Ce contraste intrigue l'observateur. Que vaut une promesse d'unité quand le front demeure ouvert? Et pourquoi Ibrahim Traoré revendique-t-il une rupture totale avec l'ordre ancien maintenant? Derrière ces chiffres côte à côte, l'équilibre politique de l'Afrique de l'Ouest commence déjà à se déplacer, avec des effets possibles sur la sécurité, la mobilité et la résilience des civils. L'Alliance des États du Sahel ne se présente pas seulement comme une coordination militaire, elle se veut un instrument capable de modifier durablement l'équilibre stratégique d'une région longtemps dominée par des puissances extérieures. Comprendre cette coalition aide à lire les rapports de force. Sa promesse centrale est simple: offrir aux 3 pays un degré de souveraineté opérationnelle assez robuste pour contenir la menace djihadiste et réduire la dépendance politique envers des partenaires étrangers. Le pari engage des millions de civils répartis entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, car la réussite ou l'échec conditionnera la sécurité quotidienne, l'accès aux routes et la survie des marchés ruraux. Un détail sert de micro-accroche. Si une force combinée de 88 000 soldats peut réduire la violence de 30% en 6 mois, que peut-elle accomplir quand sa structure politique sera stabilisée? Dans ce cadre, Ibrahim Traoré Burkina Faso devient une repère narratif, non un slogan, parce que la cohésion interne décidera autant que les moyens matériels. 2 données ouvrent le dossier. La création officielle de l'Alliance est annoncée le 29 janvier 2025 et elle survient alors que près de 40% du territoire burkinabé reste sous pression djihadiste. Placées côte à côte, elles disent une chose: l'Alliance des États du Sahel n'est pas née dans un calme diplomatique, mais dans une urgence qui force les appareils militaires à se rapprocher. À partir de 2022, après la prise de pouvoir, Ibrahim Traoré renforce progressivement l'armée, restructure des mécanismes de décision interne et multiplie des signaux diplomatiques indiquant une volonté de souveraineté accrue. En parallèle, l'intensification des attaques de l'EIGS et du GSIM pousse le Mali et le Niger à réévaluer leurs alliances extérieures, jusqu'au basculement commun hors de la CEDEAO, perçu comme un geste de rupture face aux pressions occidentales. La chaîne de causalité, telle qu'elle apparaît dans le texte source, s'articule en 3 temps: échec des dispositifs de sécurité antérieurs, persistance des insurrections, essoufflement des partenariats traditionnels. Dans ce cadre, l'Alliance cherche une masse critique. 88 000 soldats, plus de 300 chars, 470 véhicules blindés et une force aérienne combinée de 160 appareils. L'intégration du renseignement est décrite comme décisive, car la fusion des réseaux rend possible une réactivité plus rapide et une cartographie opérationnelle plus précise des groupes armés. Le texte souligne aussi que le basculement dépasse le militaire. Retrait partiel de partenaires occidentaux, montée en puissance du soutien russe, ouverture de canaux économiques avec la Chine, coopération technologique accrue avec la Turquie. C'est ici que la curiosité se referme sur la question posée plus tôt. L'Alliance avance-t-elle grâce aux chiffres ou grâce à la vitesse de décision qu'elle impose? Thème récurrent dans Brahim Traoré interview et ses effets de légitimation. La mini-révélation, formulée explicitement, écoule c'est que l'Alliance n'est pas un simple slogan politique. Elle exprime une nécessité structurelle née d'années d'impasse sécuritaire et diplomatique. Dans ce nouvel échafaudage régional, une figure sert de fil conducteur: Ibrahim Traoré, dont le rôle, dans le récit source, dépasse celui d'un chef d'État ordinaire. Il est présenté comme l'architecte principal de l'Alliance des États du Sahel, pivot entre 3 appareils militaires longtemps dissociés, avec une stratégie qui transforme l'urgence sécuritaire en moteur politique, tout en gardant une cohésion encore fragile.
Ce choix de focaliser le commandement n'est pas décrit comme neutre. Il produit des gains rapides, mais il rend aussi la structure plus sensible aux désaccords sur la répartition des ressources et des priorités. Deux microcas résument des effets précoces sur le terrain. Dans les zones frontalières entre le Burkina Faso et le Mali, des opérations conjointes, appuyées par un partage direct du renseignement, parviennent à repousser plusieurs offensives de l'EIGS. L'intérêt mis en avant est une fenêtre de réaction réduite, passant de quelques jours à quelques heures, dans un théâtre d'opérations très mobile. Dans le nord du Niger, l'intégration de la force aérienne combinée élargit la couverture des zones sensibles et sécurise des axes régulièrement ciblés par des embuscades. L'effet observable, selon le texte, tient à une décision plus rapide et à des déplacements sans duplication inutile de moyens. Ces deux scènes, modestes mais parlantes, montrent que l'Alliance se juge d'abord à sa capacité de coordination, avant même de se juger à l'ampleur de ses moyens. En clair, la synchronisation interne décide de tout. Le déclencheur, dans la narration, est brutal. L'escalade simultanée des attaques djihadistes en 2024, avec des groupes armés capables de frapper 3 frontières en moins de 48 heures. Face à cette pression, les chaînes de commandement nationales sont décrites comme saturées, incapables de synchroniser des réponses qui doivent pourtant être rapides, mobiles et coordonnées. C'est dans cette atmosphère tendue que l'idée d'un mécanisme commun émerge et qu'Ibrahim Traoré la soutient publiquement en insistant sur la nécessité d'un basculement stratégique. Les signaux s'accumulent. Réunions bilatérales accélérées, échanges d'état-major, consultations diplomatiques parallèles entre les 3 capitales. La phase d'activation intervient quand les 3 États annoncent quasi simultanément leur retrait de la CEDEAO, ouvrant un remodelage complet de leurs relations régionales. Le 29 janvier 2025, la déclaration conjointe officialise l'Alliance des États du Sahel. En quelques heures, les appareils militaires fusionnent des protocoles d'alerte, définissent des zones de responsabilité partagée et mettent en place un premier noyau de commandement. Les chiffres servent ici de marqueurs. 88 000 soldats intégrés dans une même architecture, plus de 300 chars déployables, 470 véhicules blindés consolidés et une flotte aérienne annoncée à 160 appareils, capables de couvrir 3 fuseaux opérationnels. Vient ensuite le mouvement accéléré. Les colonnes mécanisées burkinabées se repositionnent vers le nord, appuyées par des unités maliennes sur des axes secondaires. Au Niger, des détachements aériens assurent une surveillance continue des zones où le IGS tentait des percées régulières. Le texte décrit une réaction adverse. Plusieurs offensives insurgées éclatent en Toumet précipitamment, comme si leur commandant testait les limites de la nouvelle alliance. Le point culminant, présenté comme un pic narratif, est une attaque de grande ampleur dans une zone triangulaire au croisement des 3 pays. La première opération structurée combine renseignements maliens en amont, exécution burkinabé en tête de colonne et soutien aérien nigérien pour verrouiller les issues, le tout orchestré par un commandement centralisé, validant des manœuvres en temps réel. L'opération dure moins longtemps que prévu. Les insurgés sont repoussés et les pertes civiles sont dites limitées. À partir de là, les répercussions s'installent, mêlant gains opérationnels et tensions politiques. Le texte avance une baisse de 30% des attaques en 6 mois dans des zones sensibles, une diminution de 20% des flux de déplacés et une reprise partielle de corridors logistiques, avec un redémarrage partiel des marchés ruraux. Ce momentum renforce la position de Traoré dans l'Alliance, mais il révèle aussi des limites internes. Friction sur la répartition des ressources, désaccords sur les priorités et inquiétude quant au poids dominant du Burkina Faso. Chaque victoire ouvre donc à un risque de friction, et chaque avancée territoriale ramène la question de la stabilité à long terme. La mécanique décrite est celle d'un système sous contrainte. Prouver chaque semaine qu'il peut rester unifié malgré des pressions extérieures et des ambitions divergentes. Dans le même mouvement, le réalignement géopolitique s'esquisse. Retrait partiel de partenaires occidentaux, montée du soutien russe,
ouverture de canaux économiques avec la Chine, coopération technologique avec la Turquie. Ces choix, mentionnés comme concomitants, ajoutent une couche de complexité. Ils peuvent aider à absorber sanctions et pressions, tout en exposant l'alliance à des rivalités qui la dépassent. La logique quantitative de l'alliance est présentée comme un protocole simple. Établir un repère, puis mesurer l'écart après action conjointe. Premier repère, le baseline territorial. Avant la formation officielle, près de 40% du territoire du Burkina Faso reste exposé. Autrement dit, un espace vulnérable rend la réponse nationale isolée, insuffisante. Le delta apparaît quand la coordination prétend réduire cette pression sur les zones critiques, non en effaçant le risque, mais en resserrant les délais de réaction et en multipliant les réponses sur plusieurs fronts. Deuxième repère, le baseline de violence. 6 mois après l'opérationnalisation, le texte évoque une baisse de 30% des attaques dans plusieurs zones frontalières sensibles. Autrement dit, moins d'attaques élargit les fenêtres de mobilité civile quotidienne. Ce glissement n'est pas traité comme anecdotique. Il sert à marquer la transition d'un modèle dispersé vers une architecture coordonnée, capable d'imposer un tempo commun aux groupes insurgés, en réduisant leurs fenêtres d'opportunité. Troisième repère, le baseline humain. Les déplacements internes augmentaient au début de 2025, sous la pression rurale. 6 mois après l'intégration du commandement unifié, la source mentionne une réduction de 20 des flux de déplacés. Autrement dit, moins de déplacements signalent une stabilisation territoriale encore fragile. Le texte relie ce delta à des mécanismes concrets. Sécurisation plus rapide de localités menacées, circulation mieux contrôlée, présence accrue de patrouilles mixtes et réactivité née de l'intégration du renseignement. Ce point est crucial dans le cadrage repère, puis écart. La donnée ne vaut pas par elle-même, mais par ce qu'elle suggère sur l'orchestration des moyens. Ainsi, même lorsque l'inventaire matériel est rappelé ailleurs, l'argument principal est qu'avant, les armées opéraient en pas. En parallèle, avec une coordination minimale, alors que désormais une information peut déclencher une séquence conjointe, plus rapide et plus cohérente. Cette accélération décisionnelle est décrite comme le vrai multiplicateur, et c'est là que la dimension politique réapparaît. Les chiffres bougent parce que les relations internes bougent, même sous tension. Ibrahim Traoré est présenté comme un acteur charnière de ce basculement, car il soutient un modèle plus centralisé, qui peut accélérer les gains tout en accroissant la sensibilité politique du dispositif. La question qui reste ouverte, au terme de cette lecture, n'est donc pas seulement combien, mais combien de temps. Ces deltas marquent-ils une amélioration durable ou un répit provisoire, variable dépendante de la cohésion interne et des pressions extérieures, guesses. Le texte ajoute un second niveau d'interprétation. Sur le plan diplomatique, l'alliance se renforce grâce à des partenaires extérieurs, mentionnés explicitement, ce qui permet d'absorber partiellement sanctions et pressions occidentales. Dans une lecture strictement quantitative, cela ne produit pas un chiffre supplémentaire. Cela modifie toutefois le contexte qui rend les chiffres possibles, en maintenant des capacités et en soutenant l'effort de coordination. Mais la même phrase ouvre une interrogation symétrique. Si la coalition gagne en autonomie opérationnelle, jusqu'où peut-elle éviter une nouvelle forme de dépendance stratégique, simplement déplacée vers d'autres appuis? Le repère puis écart devient alors aussi politique. Mesurer des attaques, des déplacements, puis mesurer la cohésion. Sans cette cohésion, rappelle la source, les deltas peuvent s'éroder, car les insurgés conservent une capacité d'adaptation remarquable. Deux lectures opposées structurant le débat, et chacune paraît solide si on la formule au mieux. La première soutient que l'Alliance est la première réponse réellement cohérente face à l'effondrement sécuritaire du Sahel. Elle s'appuie sur l'idée que, pendant des années, les forces nationales ont opéré isolément, incapables de contenir l'expansion de l'EIGS et du GSIM, jusqu'à laisser une part importante du territoire burkinabé sous pression.
Dans cette lecture, l'unification militaire, portée par l'impulsion d'Ibrahim Traoré, corrige une fragmentation structurelle, chaîne de commandement plus resserrée, partage du renseignement plus fluide, capacité de projection élargie par la mutualisation aérienne et terrestre. Ses défenseurs ajoutent qu'une stabilisation durable serait improbable sans un cadre commun. La seconde lecture avance une diagnostic inverse. L'alliance comporte des risques internes majeurs qui peuvent fragiliser la région. Le centralisme du Burkina Faso est décrit comme un moteur dominant. Au Mali et au Niger, cela nourrit la crainte d'une hiérarchie imposée plutôt qu'un partenariat égalitaire. Cette école de pensée souligne aussi qu'un soutien accru de partenaires extérieurs, tels que Russie, Chine ou Turquie, peut transformer l'alliance en terrain de compétition géopolitique, tout en rappelant l'adaptabilité des insurgés, capables d'éroder des gains récents. Le point de convergence dans la source est net. La cohésion est la variable déterminante. Le contre-argument le plus robuste à la seconde lecture est également donné. Malgré les risques et divergences, la coordination a déjà produit des effets mesurables, réduisant des attaques et améliorant la mobilité territoriale. La question devient donc moins « l'alliance est-elle pertinente ?» que « peut-elle garder sa discipline stratégique quand chaque succès crée une tension politique ?» Pour suivre cette tension, le texte invite implicitement à regarder deux choses. La capacité à répartir les responsabilités sans blocage et la capacité à maintenir un rythme opérationnel sans créer d'amertume interne. Autrement dit, l'alliance est jugée à la fois sur sa performance militaire et sur sa gouvernance, car une gouvernance fragile peut rendre la performance temporaire. Cette articulation explique pourquoi les mêmes données peuvent être lues comme un tournant ou comme un répit. L'alliance avance sur un fil. Un détail souvent négligé selon la source change l'équation. La domination structurelle du Burkina Faso modifie les équilibres internes. Cette perception, d'abord diffuse, apparaît dans des échanges d'état-major où le Mali et le Niger expriment une inquiétude croissante face aux poids opérationnels de Ouagadougou, révélant la zone la plus vulnérable du dispositif. À ce moment, le rôle d'Ibrahim Traoré se dédouble. Maintenir la cadence militaire, tout en contenant les tensions politiques internes. La véritable révélation est formulée ainsi. L'alliance avance non pas malgré ses fissures, mais à travers elles, comme si chaque friction renforçait paradoxalement la nécessité de rester unis face à la menace djihadiste. Un exemple illustre ce paradoxe. Lors d'une opération conjointe dans le nord du Mali, un désaccord sur la répartition des responsabilités retarde l'action de quelques heures, mais la coordination aérienne finit par verrouiller la zone. À ce stade, progrès réel, cohésion fragile. Ce basculement de lecture prépare la suite. Si la question était d'abord l'efficacité, elle devient désormais l'endurance politique, c'est-à-dire la capacité à durer sans se désynchroniser. Les conséquences concrètes de l'alliance des États du Sahel se lisent différemment selon les acteurs. Et c'est cette mosaïque qui permet de mesurer sa portée au-delà des communiqués. Pour les habitants des zones rurales, la première modification évoquée est la diminution des violences. La baisse de 30% des attaques en 6 mois ouvre des fenêtres de stabilité. Réouverture de marchés, reprise partielle des déplacements, retour progressif de familles dans certaines localités. Cette amélioration reste fragile, mais elle produit un sentiment de respiration après des années de pression constante. La source mentionne aussi une baisse de 20% des flux de déplacés, signe que certaines zones redeviennent praticables, même si la stabilisation demeure réversible. Le soutien populaire à la coalition, renforcé par la visibilité de patrouilles mixtes, accroît la légitimité d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Du côté des entreprises et de l'économie locale, l'effet est indirect, mais sensible. La sécurisation d'axes logistiques permet à certains flux commerciaux de redémarrer dans des zones autrefois paralysées par les embuscades.
Les marchés agricoles commencent à se stabiliser, réduisant des pertes liées aux interruptions de transport. Mais l'incertitude, alimentée par les tensions internes de l'Alliance, freine encore un véritable redécollage. Les investisseurs régionaux attendent des signes plus clairs de cohésion politique. À l'intérieur des États membres, l'impact politique et militaire est plus contrasté. D'un côté, la coopération renforce la discipline opérationnelle et accélère la prise de décision. De l'autre, la perception d'un poids dominant du Burkina Faso nourrit des réticences au Mali et au Niger, avec des tensions sur la répartition des responsabilités et des priorités stratégiques. Le rôle central de Traoré, apprécié par certains officiers, suscite aussi des inquiétudes chez d'autres cadres soucieux d'équilibre. Enfin, pour les acteurs régionaux et internationaux, l'Alliance représente un bouleversement géopolitique. Les voisins observent avec prudence, craignant un effet domino sur les organisations existantes comme la CEDEAO. À l'international, l'appui russe, les canaux économiques chinois et la coopération technologique turque renforcent des capacités, tout en accroissant les tensions avec les puissances occidentales. Dans cette zone d'incertitude, chaque acteur tente de redéfinir ses marges d'influence, et la coalition devient un point focal de rivalité extérieure. En somme, l'Alliance combine amélioration sécuritaire, reprise économique partielle, tensions politiques internes et recomposition géopolitique. Sa trajectoire dépend de l'unité réelle des trois États et de sa capacité à éviter une désynchronisation progressive. Pour les civils, cela change aussi la manière de planifier. Choisir une route, décider d'un marché, déplacer un troupeau, devient moins immédiatement dicté par la peur, sans pour autant disparaître. Pour les entreprises, la reprise des corridors ne signifie pas une normalité pleine, mais un retour partiel de la prévisibilité, ce que l'économie locale valorise avant même l'investissement extérieur. Pour les appareils d'État, la rapidité décisionnelle devient un avantage, mais aussi un terrain de contestation, car elle implique une hiérarchie et des arbitrages visibles. Et pour l'extérieur, l'Alliance est à la fois un partenaire potentiel et un objet de rivalité, ce qui peut renforcer la coalition ou l'enfermer dans des pressions croisées. Sur les 6 à 12 prochains mois, la source propose implicitement 3 trajectoires, non pour prédire, mais pour structurer des possibilités à partir des dynamiques déjà observées. Efficacité militaire, tensions internes, pression géopolitique. Dans un scénario de base, fait de stabilité prudente, l'Alliance maintient le niveau actuel de coordination. Les opérations conjointes continuent de réduire les capacités des groupes djihadistes, avec des gains modestes et variables selon les régions. Les tensions internes persistent, mais sans provoquer de rupture. Les discussions restent difficiles, mais assez fonctionnelles pour éviter les blocages. La coopération extérieure se poursuit à un rythme maîtrisé, permettant un maintien des capacités, sans transformer l'équilibre interne. Dans un scénario plus favorable, de consolidation et de montée en puissance, les lignes internes s'ajustent. Le Mali et le Niger acceptent mieux la centralité opérationnelle du Burkina Faso, en échange d'une répartition plus claire des responsabilités. Ibrahim Traoré parvient à soutenir un mécanisme décisionnel plus partagé, réduisant les inquiétudes liées à une domination burkinabé. Les victoires s'accumulent, renforçant la baisse des attaques et la circulation sur des axes clés, tandis que l'appui technique modernise la surveillance. Dans un scénario plus incertain, celui d'une rupture lente, les divergences s'accentuent et deviennent plus visibles. Des contestations internes contestent des décisions stratégiques. Les insurgés profitent de la fragmentation pour relancer des offensives ciblées et les pressions diplomatiques extérieures se durcissent, rendant les soutiens plus conditionnels. L'Alliance ne s'effondre pas d'un coup, mais se désynchronise, réduisant sa capacité à agir comme un bloc. Pour lire cette dynamique, il est utile de considérer l'Alliance comme un système dynamique, où chaque gain militaire nourrit la cohésion et où chaque tension politique la fragilise. Suivre les mécanismes de décision compte autant que suivre les résultats. Dans le scénario de base, la question devient celle de l'usure. Si le tempo reste constant, il faut éviter
que la routine opérationnelle n'entraîne des disputes sur la charge supportée par chacun. Dans le scénario favorable, l'enjeu est la lisibilité. Plus la gouvernance est claire, plus l'alliance peut transformer des gains locaux en perception de stabilité, ce qui renforce à son tour l'adhésion interne. Dans le scénario de rupture lente, le mécanisme est circulaire. Si la cohésion baisse, les fenêtres d'opportunité insurgées s'élargissent, ce qui accroît la pression. Et cette pression peut encore accentuer les accusations de centralisme. Ces trois trajectoires décrivent de moins des destins qu'un tableau de levier. Gouvernance, tempo et capacité à absorber des pressions extérieures. Les répercussions ne se limitent pas aux cartes. Elles touchent des individus, leurs choix et leurs perspectives. Et c'est par cette expérience humaine que la coalition devient lisible. Pour les habitants du Sahel, la réduction des attaques ouvre un espace psychologique nouveau. Même fragile, ce répit change le quotidien. Certains déplacements redeviennent possibles, des marchés hebdomadaires réapparaissent, et la peur immédiate recule sans disparaître. À être. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré, associée à la défense territoriale, gagne une dimension plus tangible. Pour la diaspora africaine, l'alliance suscite une fierté liée à l'affirmation de souveraineté, mais aussi une inquiétude face aux tensions internes et au risque d'un cycle prolongé d'instabilité. Ce public joue un rôle de relais d'information, d'appui financier à des initiatives locales et d'influence sur le débat international. Pour les jeunes et les acteurs sociaux, la coalition est aperçue comme une possible rupture avec des modèles antérieurs. Si une stabilité, même partielle, s'installe, des opportunités éducatives et économiques deviennent imaginables, mais les acteurs associatifs et humanitaires soulignent la nécessité d'une coordination politique durable, de gestes simples, compatibles avec cette prudence. Suivre Burkina Faso News avec attention aux données et privilégier un débat public qui distingue gains opérationnels et gouvernance au lieu de confondre les deux. Une seconde suggestion, plus méthodologique. Lorsqu'un chiffre circule, le replacer dans la séquence avant, après, décrite par la source, et se demander quel mécanisme l'explique, plutôt que d'y voir une preuve autonome. Cette discipline d'interprétation aide à éviter les lectures enthousiastes ou alarmistes et à comprendre pourquoi la cohésion interne revient comme thème central. Pour que l'alliance des États du Sahel devienne un cadre durable plutôt qu'une réaction conjoncturelle, la source esquisse une feuille de route opérationnelle. Qui agit, quand et sur quels indicateurs s'appuyer. Dans ce schéma, Ibrahim Traoré occupe une place stratégique, mais la réussite dépend d'une mécanique collective. D'abord, il s'agirait de stabiliser la gouvernance interne. Chaque État membre désigne un représentant permanent au commandement unifié, avec un mandat clair et un mécanisme de vote défini, afin de réduire les ambiguïtés hiérarchiques et d'éviter les blocages politiques. On peut le suivre via temps moyen de validation d'une décision opérationnelle. Ensuite, il faudrait unifier les protocoles de renseignement, harmoniser système d'alerte, cartographie des menaces et circulation des informations, et établir un canal chiffré commun entre équipes techniques des trois pays. On peut le suivre via rapidité d'une réponse conjointe après une alerte frontalière. Puis, il conviendrait de sécuriser les axes logistiques majeurs, déployer patrouilles mixtes et détachements aériens à intervalles réguliers, car ces corridors conditionnent la mobilité civile et la stabilité des marchés. On peut le suivre via baisse des embuscades et réouverture progressive des marchés régionaux. Après cela, il serait utile de développer les capacités locales, former des unités communautaires encadrées par les trois armées, en coopération avec les autorités locales, sous supervision de l'Alliance. On peut le suivre via diminution des déplacements forcés. Enfin, il faudrait renforcer l'équilibre politique, maintenir un dialogue constant entre les trois chefs d'État pour réduire les tensions internes, avec une répartition des responsabilités rendue transparente, rôle attribué en partie à Traoré. L'intérêt de ce plan
tel qu'il est formulé, est de lier la cohésion à des métriques simples. Si le temps de décision baisse, si la réponse aux alertes s'accélère, si les axes rouvrent, alors la coordination existe réellement. Sans ces repères, l'alliance risque de rester une addition de moyens plutôt qu'une orchestration durable. Le récit revient alors à un motif déjà visible dans les premières scènes, la marche fragile, mais déterminée, vers une souveraineté assumée. Les patrouilles mixtes aux frontières, les colonnes coordonnées et la vitesse de décision décrite plus tôt ne sont pas seulement des détails opérationnels. Elles deviennent une métaphore d'un chemin politique encore incertain. Au centre, Ibrahim Traoré incarne une dualité que la source souligne. Rupture, parce qu'il défie des structures héritées. Continuité, parce qu'il cherche à rétablir une stabilité que beaucoup croyaient inaccessible. Cette tension donne du relief aux espoirs placés dans l'Alliance, tout en rappelant que le progrès repose sur des arbitrages difficiles et une persévérance collective, sous pression interne et externe. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré Burkina Faso n'est pas un simple nom propre, mais un marqueur de cohésion. L'unité décide de la durée. Si la coordination tient, les gains mesurés peuvent se transformer en habitudes de sécurité. Si elle se fissure, les mêmes territoires redeviennent des espaces de peur et d'isolement. Le texte n'offre pas de certitude, mais il insiste sur une chose. La coalition devra rester unie malgré ses propres failles, sinon ces deltas s'effaceront